faudrait une commission électorale autonome et véritablement indépendante. C'est-à-dire qu'on la dissocie totalement de l'emprise des partis politiques. Avec une forte représentation de la société civile. Le président de la CEI ne doit pas être un politique. À partir du moment où il est nommé, personne ne doit avoir autorité sur lui. Il doit être capable de dire non à tout le monde et à n'importe qui ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà le type de commission électorale que nous attendons. Aujourd'hui, malheureusement, on a vu la faiblesse de la CEI incapable de dire non lorsque le logo du PDCI est usurpé. On a vu le président de la CEI accompagné pour voter. Ça ne doit pas se faire. Donc, si nous voulons une commission électorale, il faut lui donner une autonomie financière, qu'elle n'ait aucun problème pour organiser les élections, parce qu'il faut dire que les élections qui viennent de se dérouler ont eu 6 à 7 mois de retard. Les élus ont été élus en avril 2013, donc les élections devaient se tenir en avril 2018. Voilà une institution dont le seul et unique rôle est d'organiser des élections et qui n'est pas capable, alors qu'elle a 5 ans pour le faire, de préparer et d'avoir des élections à date et heure précise. Comment voulez-vous que dans la nuit, les résultats ne soient pas reversés? Donc, cela fait partie des exigences du PDCI. Et je ne vous parle pas d'une réforme cosmétique comme certains s'apprêtent à proposer. C'est une réforme en profondeur de la commission électorale. Il y va de la crédibilité des élections. Si vous n'avez pas de CEI crédible, dans de nombreuses zones, vous n'aurez pas d'élus crédibles. Donc si nous voulons également que l'élection de 2020 soit crédible et nullement entachée d'irrégularité, il faut revoir complètement la commission électorale indépendante. Je vous remercie. Nous allons prendre une autre liste. S'il y a des questions, c'est la dernière liste que nous allons prendre. Merci. Monsieur le ministre, encore avant de discuter. Vous avez répondu à ma question, mais je prends en partie, puisque l'autre intérêt de ma question, c'était de savoir comment allait se gérer le leadership de la nouvelle date foncière qui a été mise en place, avec une tendance du FDI qui réclame le pouvoir également de 2020, qui veut du moins comme le pouvoir de 2020, et puis savoir si vous serez prêt à aller à cette plateforme-là sans elle, si éventuellement elle persistait dans sa course. Bonjour, monsieur le conférencier, Malik Sangaré, du journal d'Abidjan. Alors, je voudrais savoir quelle est l'attitude du PDCI vis-à-vis du président de la commission électorale indépendante, jusqu'à preuve du contraire, est un cadre imminent du PDCI de la société Bakayoko. Et puis, dans votre exposé, tout à l'heure, vous avez insinué
que le découpage électoral était en faveur donc, de la majorité présidentielle. Alors, ce qu'on peut savoir un peu, c'est communes ou circonscriptions qui auraient été créées entre-temps, depuis 2011, on va dire comme ça, expressément par le pouvoir en place pour s'attirer la faveur lors des élections. On se souvient qu'en 2012, le gouvernement avait plutôt supprimé certaines communes qui avaient été créées avant. Et vous dites aujourd'hui que le découpage électoral est en faveur du pouvoir en place. Alors, si vous avez des éléments à nous donner pour corroborer ce que vous dites, on nous aurait dit merci. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Moustapha Baliga de Média TV Afrique. Monsieur le ministre, dans vos propos, vous avez souligné que c'est clair au sein de votre parti. Le PDCI ne fait plus partie du RHDP. Pourtant, on sait que le gouvernement ivoirien a été mis en place au nom du RHDP. Maintenant que vous n'êtes plus au RHDP, qu'est-ce qui explique qu'il y a encore des ministres au sein du gouvernement au nom du PDCI et dans les institutions? Merci. Monsieur le ministre, nous avons recueilli des questions, trois intervenants, et je pense que c'est la dernière liste des questions. Nous allons passer la parole au président et à la secrétaire pour la réponse de la présidence. Bien, merci encore des questions pour les questions relatives aux élections. Je répondrai en partie, je laisse M. Atico aussi en parler. Et si, avant de conclure, mes collègues du secrétariat ont des éclaircissements à apporter, je leur passerai la parole également. Alors, pour la nouvelle plateforme, ne rentrons pas dans les spéculations maintenant. Nous sommes aujourd'hui en train de organiser un cahier de charges en guillemets pour cette nouvelle plateforme. Donc, vous me posez des questions à laquelle au contraire je n'ai pas forcément de réponse. Mais ce que je peux vous dire, puisque vous mentionnez le FPI, c'est un parti politique. Il y aura certainement un candidat. Et je vous ai dit, nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. La nouvelle plateforme, ce n'est pas un nouveau parti unifié, pas du tout. Nous allons nous asseoir ensemble et penser au type, à la Côte d'Ivoire nouvelle que nous rêvons ensemble. C'est déjà une bienveillante attention que nous avons les uns envers les autres. Donc, ne soyez pas pressés, vous verrez forcément, nous parlons tous. Mais ceux à qui nous ne parlons pas. Alors, quelle attitude le PDCI a vis-à-vis du président de la CEI? Vous savez, l'intérêt supérieur de la nation, pour nous, naturellement, est au-dessus d'un cas particulier ou d'un individu. Tous autant que nous sommes ici, individuellement, le parti est au-dessus et surtout la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Donc, il ne s'agit pas du président de la CEI, il s'agit d'avoir une cellule critique. Et dans cette cellule critique, il y aura un nouveau président qui n'est pas issu d'un parti politique, c'est ce que nous souhaitons. Au moins, on a l'honnêteté de le dire. Ce n'est pas pour nous s'attendrait de sacrifier un cadre du PDCI, non. Nous disons, nous allons faire en sorte que nous ayons une CEI qui ne soit pas inféodée au parti politique et à aucun pouvoir. Voilà. Alors, s'agissant du découpage électoral en faveur du parti, je vais laisser le secrétaire exécutif répondre, mais ce que je peux vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une analyse plus fine des résultats des élections va vous montrer que en vote populaire, le PDCI a eu plus de voix que n'importe qui. Parce que là où nous avons gagné,
la densité de la population est plus importante qu'ailleurs. Comme ça, c'est un fait. Maintenant, il faudrait que je laisse M. Batiko pour répondre. Merci. Merci, Monsieur le conférencier. Je voudrais rebondir sur la chute de M. Jean-Louis Billon qui a parlé de l'intérêt supérieur de la nation. En effet, nous devons poser la question de savoir pourquoi nous, le PDCI, nous avons accepté ce découpage. Mais à chaque fois que le président de Dieu aussi a parlé, il a parlé de découpage. Un simple chiffre. Dans le sud du pays, on a montré qu'on a 2 millions de quêtes inscrits pour 28 communes. Si vous faites la division, vous allez constater que chaque commune va gérer environ 71 000 électeurs. Vous prenez le Nord, vous avez 467 444 électeurs pour 69 communes. Ça fait 6 769 électeurs. Donc ce calcul-là, tout le monde peut le faire. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Et c'est pour cette raison qu'on avait demandé qu'il y ait un redécoupage électoral afin qu'on puisse rééquilibrer les choses. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu cette année d'identification sortant du RHTP, nous avons aussi suivi l'identification dans toutes les zones afin de nous imprégner effectivement de ce qui se passe pendant cette identification. Et l'exemple du plateau nous a montré que les gens qui étaient à Niamey ont essayé de se faire inscrire au plateau en restant à Niamey et en utilisant le code de la commune du plateau, où des gens qui étaient ailleurs ont tenté de faire. Si on n'était pas allé sur le terrain, on n'allait pas voir cela. Il faut savoir aussi que pour cette élection, normalement, il y a des représentants dans les différents bureaux de vote. Ensuite, la loi nous permet d'avoir des représentants, en plus des représentants que nous avons désignés nous-mêmes politiquement dans les CEI, chaque candidat peut avoir des représentants dans chaque CEI local. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc nous nous sommes rendus compte de tout ce qui se passe à l'intérieur des CEI locales. Et ça nous a donné vraiment à réfléchir. Et c'est pour cette raison que nous voulons féliciter le président Didier qui, malgré toutes ces attaques, a voulu qu'on parte à ces élections afin de nous imprégner effectivement de ce qui se passe dans ces élections. Ce n'est pas le nombre, comme l'a dit Jean-Louis Billon, qui compte le nombre de communes, mais il faut voir qu'à Abidjan, nous avons gagné plus de communes que le RHTP. C'est vrai que quand vous prenez une commune comme le Bougon, qui a un taux de participation de 11%, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas bougé, et ces personnes-là, on peut les avoir. Pareil pour Abobo. Donc, ce sont des choses que nous allons creuser et utiliser à notre faveur au travail. Donc, pour l'instant, ce sont des résultats provisoires et c'est pour cette raison que nous attendons les résultats définitifs. Mais les recours que nous avons engagés, par exemple celui de Grand Bassam, est édifiant. Celui de Grand Bassam est édifiant. Et nous attendons que la justice statue là-dessus. Lorsqu'il y a eu l'identification, la révision de la liste électorale, la CEI a ouvert, une nouvelle CEI locale, a ouvert de nouveaux bureaux de vote. Et c'est à la CEI d'indiquer ces bureaux de vote. À Bordeaux, il y a eu 19 bureaux de vote qui n'ont pas ouvert. Ce n'est pas la faute des candidats. Première CEI locale, on calcule les résultats tombent, notre candidat avance à près de 2000 fois d'avance. La deuxième CEI,
On ne calcule pas les résultats, tout est bloqué. Mais lorsque nous prenons les PV signés par les présidents des bureaux de vote qui ont été désignés par la CEI, parce que ce n'est pas nous qui désignons les présidents. Donc ces PV qui ont été signés par ces présidents-là qui ont été réunis, et que nous faisons le calcul de la deuxième CEI, on constate que nous battons le candidat au total de tous les bureaux de vote de près de 7 millions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si on prenait les 19 bureaux de vote qui n'ont pas ouvert, qui représentent environ 7 000 voix, et qu'on donnait au second, il nous battrait de 300 et quelques voix. Cela veut dire quoi? Étant entendu que le taux de participation est de 36% en Côte d'Ivoire, et que l'on donnait les 36% des 7 000 voix au second, notre candidat est devant. Pour qu'il puisse gagner les élections, il faudrait donner à ce candidat 92% des voix des 7 000 voix. Alors que ce taux de participation de 92%, vous pouvez le trouver au nord, pas au sud. Donc moi, je dis que si les PV que la CEI nous donne sont des PV conformes à la loi, puisque c'est la CEI qui nous donne ces PV, et que les déclarations de résultats sont programmées dans les bureaux de vote, et que nous utilisons ces PV-là, notre candidat est bon à gagner les élections. Donc, il faut donner au second toutes les fois avec 92% de taux de participation. Voilà des calculs très simples qu'ils vont faire et que nous nous rendons compte qu'on a un véritable problème. Donc, on a demandé la réforme de la CEI et tout le monde a demandé, même le président a demandé. Donc, nous attendons que nous nous mettions autour d'une table et ensemble, nous disons, aider la CEI afin que nous ayons des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous. Et vous remercie. Monsieur le conférencier, le secrétaire exécutif chargé des élections a donné des précisions et a essayé d'éclairer nos amis journalistes. Avant que vous ne puissiez conclure cette conférence de presse, nous allons remercier la presse. Chaque fois que nous avons demandé à ce que vous veniez nous accompagner, vous avez toujours répondu présent. Quelle que soit l'heure, le temps, vous êtes toujours là pour nous. Nous ne pouvons que vous remercier pour cela. Étant donné que l'homme politique est fonction de l'homme, du journaliste politique. Sans vous, on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'homme politique fait. Sans nous aussi, vous, journalistes politiques, vous ne pouvez pas avoir de matière pour travailler. Ce qui veut dire que nous sommes fonctionnaires politiques. Nous devons travailler dans une bonne ambiance, de manière à ce que vous puissiez relayer nos informations, tout en sachant qu'il y a des journalistes qui viendront qui ont le contraire de tout ce qu'on a dit. C'est ça aussi la politique. Et le droit à la différence. Nous acceptons cela. Mais la majorité va relayer effectivement et de manière très claire, c'est fidèle ce qui a été dit. Donc nous comptons sur vous pour relayer l'information afin que nos militants qui sont hors du pays, comme en Côte d'Ivoire, puissent savoir ce qui se passe au PDCI. C'est une nouvelle étape du PDCI RDA avec son président. Le 6e congrès extraordinaire a donné des directives. Et si vous voyez, vous allez avoir l'habitude de voir le secrétaire exécutif chargé de la communication, la directrice de la communication, le directeur de la porte-parole. Vous entretenez ici des sujets. Au-delà de ces structures-là,
peut avoir le secrétaire exécutif chargé des finances qui va venir expliquer le projet du PDCI. Qu'est-ce que le PDCI veut faire pour la Côte d'Ivoire? Parce que nous sommes un parti organisé et je pense que le PDCI n'a plus rien à prouver. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de remercier tous ceux qui sont avec nous, nos jeunes, nos vaillants présidents des structures spécialisées, Valentin et Innocent, qui sont toujours là avec nous. Nous allons vous donner une information avant qu'il ne conclue. Notre candidat de Baza, M. Tézalé Georges Fini, a été interpellé à la direction de la police. Si jusqu'à la fin de notre conférence de presse, nous n'allons pas la voir et qu'il nous dit qu'il est à la préfecture de police, nous allons demander à nos voyants jeunes, Innocent et Valentin, nos présidents de structures spécialisées, Mme Koulibaly, et tous les militants ici présents, nous allons converger vers la préfecture de police pour aller savoir pourquoi on a interpellé notre candidat et qui nous permet de nous le donner pour qu'on vienne avec lui au PDCI, comme ce qu'on a fait pour M. Vremen, candidat de Botogo, Mme Cité Aftousset. Ce que nous constatons jusqu'à présent, c'est nos militants qui sont toujours interpellés à la police. Ce n'est pas les seuls qui font des recours, qui font des réclamations. Suivez mon regard. Merci, je vous passe le mot. Merci. Je me rends compte qu'il y a une question à laquelle je dois répondre. Derrière, il s'agit effectivement du PDCI, du parti RHDP. Le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement RHDP et qui compte des ministres PDCI. Le gouvernement qui a été mis en place, le PDCI n'a donné personne. Donc il y en a qui ont été reconduits du gouvernement précédent au nouveau. Et il y en a qui se sont affichés RHDP maintenant. Le président de la République a dit qu'il y aura un remaniement après les élections locales. Le PDCI ne propose personne. Mais on se rend compte que les cadres du PDCI sont si bons qu'on passe son temps à leur faire la cour, à essayer de les débaucher, parce qu'il est difficile de gérer la Côte d'Ivoire sans le PDCI. Mais bon, comme a dit le président Henri Koufakoudi lors du 6e congrès extraordinaire, il est difficile d'être assis sur deux chaises à la fois. À un moment donné, on finit par tomber et il y en a qui seront obligés de choisir la chaise qui est la leur. Malheureusement, on constate, et c'est la première fois en Côte d'Ivoire, alors qu'on est supposé être en démocratie et défendre l'intérêt général, que nous avons des ministres qui font campagne en disant aux populations que si vous ne connaissez pas le Premier ministre, si vous ne connaissez pas le président de la République, vous mettez en risque votre région, votre commune, parce que vous ne connaîtrez rien du développement. Dans une vraie démocratie, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et même un parti d'opposition qui remporte des élections dans les circonscriptions, eh bien, il a des droits et des devoirs. Et dans un état de droit, on respecte ses droits et ses devoirs. Parce qu'il s'agit de population et non pas d'un individu particulier contre qui on doit être. Donc, nous mettons l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire, au-dessus de tout. Quand nous parlons de la plateforme, c'est de tout ça que nous allons ensemble débattre pour le futur. Malheureusement, je pense que la sauce RHDP ne prenant pas, il y en a qui essaient de rajouter des ingrédients pour la faire marcher, mais bon, elle reste fade. Ce n'est pas de notre faire. Et
encore une fois, il est difficile pour certains de comprendre que le PDCI est parti. Bye bye, RHDP. Donc, la dernière élection constitue pour nous un réel motif de satisfaction. Il faut savoir que nous n'avons eu que 45 jours pour préparer le truc. En 45 jours, nous sommes sortis du RHDP mouvement politique. Nous avons rompu l'accord politique. Nous avons organisé 2 bureaux politiques. Avant, on avait 2 récemment. Un congrès extraordinaire et participer aux élections. Donc, dans un environnement difficile, avec les attaques injustifiées, avec la justice qui se mêlait des décisions du parti, et je pense que les Ivoiriens devraient prendre garde, parce qu'un jour, à partir du moment où un juge est capable de venir s'immiscer dans les décisions d'un parti politique, qui est une association, eh bien, ce même juge sera capable un jour d'annuler la prière du vendredi ou la messe du dimanche. Donc, si le ridicule devait tuer, c'est la Côte d'Ivoire qui devrait tuer. Donc, malgré tout ça, vous vous trouvez dans une commune PDC. Le gouvernement siège au plateau commune PDC. La plupart de ses membres habitent une commune PDC. La capitale est PDC. L'État de Côte d'Ivoire baigne dans le PDC. Donc, ce sont ces prémices qui vous annoncent ce que la Côte d'Ivoire sera à partir de 2020. Le président Henri Colombetti, depuis le coup d'État à ce jour, a donné de sa personne. Il a consenti d'énormes sacrifices. Il a connu toutes les expériences, bonnes ou mauvaises. Les militants peuvent penser à des échecs, mais dites-vous que le succès se construit à partir des échecs vécus. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui à tous d'avoir les yeux rivés sur l'avenir. Nous ne regardons plus dans le rétroviseur. Et de former une union sacrée autour du président Henri Colombetti et de se focaliser sur 2020. Les temps qui viennent seront difficiles, avec leur lot d'intoxication qui viennent de manipulation et de désinformation. Mais nous demandons aux militants de rester sereins et de persévérer dans l'effort